Ok, on dirait bien qu'on est live. Alors, pour les personnes qui écouteront ceci en IGTV, cela restera bien sûr sur mon compte. Je vais accueillir en direct NJ, NJ Nature Joyeuse. Alors, je vais attendre quelques instants. Hello! Coucou tout le monde! Alors, je vais vous expliquer quelques fois au début, le temps que les personnes se connectent. C'est un live où je vais être accompagné par NJ, NJ Nature Joyeuse. Et on va parler de symptothermie et de signaux biologiques que vous pouvez monitorer vous-même. Donc, première chose, est-ce que vous m'entendez bien? Juste un petit oui, ce serait parfait pour me confirmer. Et puis normalement, NJ devrait nous rejoindre d'ici quelques instants. Alors, génial. Ok, et normalement, ça devrait être accepté. Et ça devrait partir d'ici un instant. Coucou tout le monde, merci de nous rejoindre, c'est trop cool. Donc on va avoir NJ. Et ça y est, coucou. Vous m'entendez bien? Moi je t'entends très bien, j'espère que les autres aussi, je pense. Ok, super. J'ai pas une connexion de foufou, donc j'espère qu'il y aura pas trop de lag. Ok, on va regarder, mais pour le moment, les gens ont l'air de nous dire nickel. Alors, coucou tout le monde, je vais pas faire une longue présentation. En très bref, je vais supposer que vous me connaissez si jamais vous avez qu'à vous renseigner comme ça. L'intro sera brève et j'ai le plaisir aujourd'hui d'échanger un live avec NJ. NJ, je te laisse la parole, je te laisse introduire le sujet, te présenter, c'est comme tu préfères. Ouais, ok, bah ça marche. Mais moi du coup c'est NJ, Nature Joyeuse. Mon vrai prénom c'est Angélique, d'où le surnom NJ, etc. Je fais des consultations et des suivis de remise en forme globale, naturaux, etc. Holistiques. J'en suis venue là en fait parce que j'ai eu des soucis de santé quand j'étais jeune. Et du coup, bah, on prend en fait plutôt conscience que notre santé est hyper importante et on a envie d'aider les autres, etc. Donc j'ai cherché pas mal de moyens pour être, on va dire, au top, pour pouvoir profiter de la vie après mes diverses péripéties ados. Et du coup, voilà, je me suis mise à faire de la musculation. Bien manger, c'est aussi un truc qui, de base, moi, j'avais été assez éduquée à ça. Et le dernier truc auquel on ne pense pas toujours souvent, c'est la contraception chez les femmes. En fait, on n'a pas forcément conscience de ce que représente ce petit comprimé qu'on prend tous les jours, et c'est souvent une des dernières choses qu'on met en fait, qu'on questionne dans notre hygiène de vie et qui pourtant est super importante. Donc c'est pour ça que j'ai découvert la symptothermie au fur et à mesure de mes recherches, et c'est pour ça que j'avais envie de parler de ce sujet-là avec toi. Enfin, tu m'as invité à parler de ce sujet-là, donc je suis hyper contente de pouvoir en parler avec des femmes, mais aussi avec des hommes, j'imagine, dans tes abonnés. Donc voilà. Génial. Bon, je vous dis un premier truc, pour moi c'était important. Bah, je découvre vraiment le sujet grâce à toi, hein, pour faire simple, la symptothermie. Je pense que je l'avais entendu quelques fois, mais sans vraiment avoir les détails autour de tout ça. Et la première personne que j'ai vu vraiment le développer, c'est, enfin, dans mon entourage pour ainsi dire, c'est sur les réseaux sociaux. C'est spécial à dire, mais Ouais. c'est vraiment toi. Donc, je me suis dit aussi, ce qui est chouette, c'est que je vais commencer par un truc qui semble tout con, mais je me sens pas légitime en tant qu'homme de parler de Ouais. quelque chose comme ça. Et en fait, ce qui est génial, c'est que de par ton expérience, que toi tu connais, ce que tu as pu expérimenter aussi, ce que tu auras envie de partager aussi tout simplement, je pense qu'on peut créer des liens assez importants au niveau de cette capacité qu'on a lorsqu'on cherche à le faire, à prendre soin de sa propre santé et à être attentif aux signaux de notre corps. Et c'est quelque chose qui peut sembler tout simple, mais qui est extrêmement puissant en fait aussi, parce que on redonne une certaine puissance on redonne même carrément de la puissance à chaque personne qui veut nous prendre soin d'elle. Donc c'est un peu dans cette optique-là que je me réjouis, j'ai envie de dire tout particulièrement du live d'aujourd'hui. Et je sais pas exactement comment est-ce que ça va se passer, mais globalement j'ai quelques idées en tête, puis tu peux rebondir un petit peu comme tu veux. De Ouais. mon côté, Il y a j'utilise la... Ouais, excuse-moi. Et si jamais ça coupe un petit peu, des fois c'est le décalage, c'est pas intentionnel que je te Ok. coupe en plein milieu. Euh, En fait, de mon côté, j'utilise la température. J'utilise la température autant pour moi que pour les personnes que je suis, mes clients. Et en fait, on regarde pas mal de choses par rapport à l'activité métabolique. En très très bref, pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler de ça, votre métabolisme est quelque chose qui fluctue. Et le métabolisme, c'est quelque chose qui fluctue notamment au sein même d'un cycle hormonal. Donc ça, on va en parler dans un instant. Mais c'est quelque chose qui fluctue aussi en fonction de votre santé. Euh,
pour l'exemple le plus simple, si vous avez de la fièvre, c'est quelque chose qui est bien connu de tout le monde, vous savez que vous avez la température qui peut monter un peu. Donc, on a des mécanismes de thermorégulation. Bon, un terme un peu gros pour dire juste qu'on change notre température en fonction de plusieurs choses. Mais c'est pas tout. Vous avez aussi des données sérieuses dans la littérature qui sont publiées sur un léger déclin de la température générale de la population qui est fortement corrélé avec l'augmentation de l'incidence de l'obésité. Donc, association n'est pas causalité, bien sûr, hein, je vous fais pas le raccourci, mais c'est juste pour dire il y a pas mal de rationnels, même maintenant, qui suggèrent que c'est intéressant de garder un truc aussi simple que sa température. Et l'autre chose qui est extrêmement intéressante, c'est que on a, en tout cas de mon côté, de plus en plus de personnes qui viennent facilement me dire j'ai froid aux mains, j'ai froid aux pieds, et je caricature un petit peu, mais je vais faire exprès le profane. Mon homme a tout le temps chaud, par contre moi je suis tout le temps froide, etc. Je caricature un peu. Et est-ce que finalement il y a des liens qu'on peut faire avec le fait d'être une femme ou un homme? Est-ce que c'est une question d'hormones? Est-ce que c'est une question de contraception? Est-ce que c'est une question peut-être de fonctionnement thyroïdien? Est-ce que tout ça finalement s'est connecté? Et je pense que là je viens de lâcher un énorme contexte dans lequel on peut regarder comment on se débrouille pour nager, mais je te laisse commencer un peu avec le lien que tu as envie de faire, mais moi toute cette partie m'intéresse. Ouais, bah, c'est vrai que il y a toujours un débat autour des femmes qui ont globalement plus froid que les hommes. Je t'avoue que moi, je dois casser le mythe parce que j'ai chaud tout le temps. Et genre vraiment, je suis celle au bureau qui est tout le temps en débardeur, etc. Et il y a aussi des hommes qui ont froid. Et effectivement, la température, je l'avais vu moi aussi comme quoi c'était, je crois qu'on avait perdu un demi-degré depuis 50 ans, quelque chose comme ça. Je me souviens C'est plus ça, le à peu chiffre près exact. 0,1 par décennie, exactement. Ouais. Ouais. Alors il y a différentes choses. Il y a effectivement le métabolisme. Alors certains disaient aussi que c'était possiblement le fait qu'on donnait plus souvent des médicaments contre la fièvre et que du coup on se battait moins aussi contre les petits virus, tu vois. Il y a aussi ça, mais c'est vrai que pour le métabolisme, il y a quand même de plus en plus de gens qui sont frileux tout le temps, donc on peut se poser des questions. Et effectivement, les femmes qui font de la symptôme découvrent des fois par hasard en fait qu'elles ont aussi une hypothyroïdie, tu vois. Donc c'est assez intéressant de prendre cette température effectivement pour ça. Ok, cool. Je savais pas que tu allais faire le lien aussi facilement, donc génial. Et comment est-ce que tu as envie d'aborder peut-être le sujet? Parce que donc on va parler de contraception. Je vais vraiment te laisser pleinement la parole. Comme tu as envie de présenter le sujet, comment tu l'as découvert, vraiment ouais, carte blanche. Ouais. Ok, bon bah c'est cool. Ben moi j'ai fait un peu, enfin un peu le parcours du combattant avec la contraception, mais comme beaucoup de femmes. Bah voilà, à 15 ans, on nous prescrit la pilule pour de l'acné. C'est des trucs, c'est assez régulier, hein, sans nous dire forcément. Enfin, c'est même pas dans un but de contraception, mais vraiment dans une solution miracle contre l'acné, qui est, je la rappelle, normale, hein, la puberté avec les changements hormonaux. Et du coup, après, ouais, j'ai pris la pilule pas mal d'années, et à un moment donné, j'étais pas satisfaite de devoir la prendre tout le temps. Je me suis dit bon, je vais trouver autre chose. J'avais essayé aussi un stérilet que j'ai pas supporté. Et du coup, j'ai repris la pilule en étant un peu défaitiste, en mode, bah, de toute façon, ça me fait chier. Enfin, je sais que c'est pourri, mais j'ai que ça. Et un jour, je suis tombée par hasard sur une vidéo de Thierry Casasnovas qui parlait de la symptothermie. Ok. Et du coup, je me suis dit, bon, enfin, j'ai regardé ça avec mon conjoint. J'ai commencé à faire plein de recherches, à lire les livres, etc. Et je me suis dit, bon, bah, maintenant, enfin, on va tester ça, quoi, tu vois. Et, enfin, il faut aussi, je rappelle quand même dans le processus, avoir un conjoint qui est ouvert et qui est OK pour passer à ça, quoi. Parce que ça, malheureusement, genre, il y en a pas mal, mine de rien, des nanas qui veulent se mettre à la sympto et qui ont un compagnon qui est pas toujours OK. Ce qui est un peu malheureux, hein, puisque c'est quand même une question de santé, avant tout. Et donc voilà, moi j'ai eu la chance en plus d'avoir une sage-femme qui connaissait la méthode et qui avait des très bons taux de réussite avec cette méthode. Donc j'ai appris beaucoup en autodidacte et je me suis lancée quoi. Et maintenant j'en suis à mon 15e cycle. Ok. Bon, génial. C'était très précis comme présentation. Ce qui est chouette là, c'est que on se rend compte déjà qu'on est dans une problématique de communication et de compréhension aussi au niveau du couple Ouais. directement. Donc c'est quelque chose qui est intéressant d'un point de vue aussi
sociétale, c'est-à-dire est-ce que vraiment la plupart du temps les couples, et on reste là sur ce sujet aussi longtemps que tu veux, mais moi je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que c'est pas du tout un sujet où je Oui, me oui. sens compétent ou légitime, mais voilà les problématiques de couple, qu'est-ce qui fait que finalement c'est forcément, j'insiste, hein, avec je ne sais pas combien de guillemets, à la femme de s'occuper de l'aspect de la contraception. Et bon, il y a des notions clairement logiques sur le côté biologique, mais pas suffisantes, à mon avis, par rapport à la discussion qui doit avoir lieu au niveau de, justement, comment est-ce qu'on on optimise au mieux la contraception, admettons que ce soit l'objectif du couple, parce qu'on va pas non plus définir tous les différents objectifs. Et je pense que ça, c'est important. Je pense qu'on a un public majoritairement adulte. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il y a bien sûr la notion de plaisir ou non avec l'emploi ou non du préservatif et ce genre de choses. Bon, c'est juste pour appeler un chat un chat. Et concrètement, voilà, il y a ces différentes choses à prendre en compte. De ton côté, est-ce que tu aimerais, et j'insiste, c'est seulement si tu souhaites, parler globalement de l'approche avec l'aspect un petit peu pratique que les gens se rendent compte de Ouais. ce que ça implique, ou est-ce que tu aimerais plutôt parler indirectement, par exemple, de clients, clientes, ou couples que tu as pu suivre pour ce type de choses? Bah, je pense qu'on peut parler de la méthode en tant que telle, comme ça, on fera enfin, pour que les gens vraiment aient conscience de ce que c'est, parce que ça parle un peu enfin, voilà, la contraception naturelle, c'est souvent, il y a souvent des préjugés très négatifs autour de ça. On entend que c'est la méthode de nos arrière-grand-mères, mais qui tombaient enceintes quand même tout le temps. Enfin, voilà, il y a plein de préjugés autour de ça. Du coup, on va quand même rappeler quand même un peu le principe de la symptothermie. Alors, c'est pas qu'une méthode de contraception, dans le sens où c'est en fait une méthode d'observation du cycle. Donc, ça a plusieurs buts. Ça peut être la contraception en évitant les rapports à risque dans la période fertile. Ça peut être dans un but de conception, si on veut en fait favoriser la chance d'avoir un enfant, sachant que l'ovulation chez la femme c'est 24 heures, donc c'est très court de tomber en fait dans la fenêtre fertile. Et donc, si on est pressé ou que voilà, ça fait X mois qu'on cherche à faire un enfant et qu'on n'y arrive pas, il faut aussi se poser des questions sur est-ce qu'on le fait au bon moment, tout simplement. Et la troisième chose, troisième avantage de la symptothermie, c'est juste en observation. Il y a des personnes qui peuvent, par exemple, le suivre en plus d'avoir une contraception non hormonale, type DIU au cuivre ou préservatif. Et l'avantage de l'observation, c'est vraiment de savoir est-ce qu'on ovule, combien de temps met à ovuler, combien de temps après dure notre phase lutéale. Et ça peut être ultra pratique dans tout ce qui est suivi de maladies hormonales type endométriose, SOPK, des choses comme ça. Donc moi je le recommande à mes clientes quand elles me parlent en fait de soucis comme ça hormonaux. Mais après, voilà, malheureusement, chacune est libre de le faire ou pas. Et donc la méthode globalement, ça consiste, du coup, comme le nom l'indique, c'est symptothermie. Donc c'est la prise des symptômes. Donc ça va être la glaire cervicale, qui est pas un très très joli mot pour parler des pertes fertiles qu'on a au moment de l'ovulation, enfin autour de l'ovulation. Est-ce que tu peux, excuse-moi, ouais. est-ce que tu peux détailler pour les hommes qui ne connaissent pas du tout ça? Je fais exprès, hein, le gars qui va poser un contexte de personnes qui comprennent pas, comme ça on peut garder tout le monde. Aussi. La glaire cervicale, c'est ça, tu veux que je précise? S'il te plaît. En fait, la glaire cervicale, à l'approche de l'ovulation, au niveau du col de l'utérus, on a des espèces de pertes fertiles qui ressemblent d'un point de vue texture un peu à du blanc d'œuf. Et en fait, le but de la glaire cervicale, c'est de maintenir en vie les spermatozoïdes et de les diriger très gentiment vers l'ovule. Et en fait, sans glaire cervicale, les spermatozoïdes, ils tiennent en fait que quelques heures, mais dans la glaire cervicale, ils peuvent tenir plusieurs jours. Donc c'est pour ça qu'on doit en fait regarder l'apparition de la glaire cervicale, et à partir du moment où on en a, on sait qu'on est fertile, puisque du coup les spermatozoïdes vont pouvoir survivre plusieurs jours avant d'ovuler. Yes, merci. Voilà, petite explication. Et donc une fois qu'on a passé l'ovulation, on a plutôt ce qu'on appelle du corps jaune, c'est-à-dire des espèces de pertes plus la texture yaourt. Alors on fait des analogies avec la cuisine pour essayer de trouver ça. Et du coup, là, après, on considère que du coup, c'est mort niveau fertilité, il n'y a plus rien. Donc ça, c'est la glaire cervicale. Et la deuxième chose à prendre en compte dans la symptothermie, c'est du coup, thermie, la température. Et là, la température, en gros, on va constater qu'on a un plateau plutôt bas au début de notre cycle. Au moment de l'ovulation, on a une légère chute. Et après l'ovulation, en fait, avec l'effet de la progestérone, on a une montée de température. Et on peut se dire en fait que l'ovulation est passée une fois qu'on a 3 températures hautes. On considère que ok, c'est bon, c'est que l'ovulation est passée.
3 températures, 3 jours de suite, hein, juste, ou plusieurs, Ouais, 3 c'est ça. mesures. D'accord, ok. Génial, génial. Après, on peut continuer à prendre la température le reste de la phase lutéale. Par exemple, si on est en projet de grossesse et qu'on veut savoir avant si ça a marché, on peut le savoir avec ça en fait parce que avant l'arrivée des règles, du coup, la température doit chuter quelques jours avant. Et donc, si elle chute pas, on sait que bah, l'ovulation a marché en fait. génial. Et Donc, c'est donc, tout un test de grossesse. génial. Bon, bah, c'est vraiment génial. De mon côté, je fais un pont direct parce que je pense qu'à la base, ce qui est sûr, c'est qu'on me connaît pas pour la symptothermie. Donc, on me connaît plus pour le côté coaching et nutrition. Donc, Ouais. la progestérone, c'est quelque chose qu'on cherche à avoir en quantité suffisante, au même titre qu'un homme cherche à avoir suffisamment de testostérone. Pour faire simple, hein, sachant que les oestrogènes ont cette capacité à s'opposer, donc pour les hommes à la testostérone et puis pour les femmes à la progestérone. Je fais un énorme raccourci, hein. Et globalement, c'est quelque chose qui est lié justement avec une température plus ou moins proche du fameux 37 degrés. Et lorsqu'on a 37 degrés et qu'on a 37 degrés non seulement par exemple sous la langue, mais aussi au niveau de l'aisselle, globalement, je ne veux pas dire qu'on n'a absolument aucun problème, mais on semble avoir le système qui globalement fonctionne bien. Pourquoi? Et là, comme ça, je fais un petit pont avec ce que tu as dit, c'est que ce qui coûte très cher, un peu comme dans un appartement, c'est le chauffage. Spécialement, on arrive dans la période d'hiver. Si vous regardez votre facture, vous regardez combien coûte le chauffage en kilowattheure. Si vous êtes dans un système de chauffage électrique, vous allez voir que ça plaisante pas. Si vous diminuez d'1 ou 2 degrés, vous avez direct des grosses économies. Bref, ça c'était juste pour le petit raccourci. Si vous voulez entretenir votre corps avec tout qui fonctionne au mieux, il y a plein de choses qui se passent au niveau enzymatique. Donc, on parle d'enzymes, c'est des choses qui favorisent les réactions chimiques, pour faire simple, qui se passent en fonction de la température et en fonction notamment de l'acidité et autre chose. Si vous diminuez votre température, c'est pas juste vous avez froid. C'est tout votre corps qui potentiellement fonctionne un peu moins bien, potentiellement des soucis directement que vous pouvez voir au niveau de la digestion, et puis clairement directement aussi des liens qu'on peut avoir avec le cycle hormonal. Et un truc qui est assez typique, et tu as parlé d'endométriose, tu as parlé de SOPK, on a parlé déjà du cycle féminin, c'est que un déséquilibre au niveau de ce fameux ratio, œstrogène-progestérone, peut favoriser une température, c'est vrai, plus basse chez la femme, et ça peut être, au bout d'un certain temps, l'équivalent de ce qu'on peut appeler la fameuse hypothyroïdie subclinique, qui peut être diagnostiquée et donc peut devenir aussi clinique avec le fameux test de la TSH. Je ne pense pas qu'on va parler de ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi, mais c'est génial parce que de mon côté, ça me permet de comprendre, vu que j'ai déjà des données finalement tous les jours, selon les personnes que je suis, selon les clientes que je suis, sur la température. Et comme ça, je peux voir aussi, parce qu'elles ont la possibilité, donc les clientes que je suis, d'indiquer ou non leur cycle. Ce qui est intéressant quand elles le font pour moi, c'est les fameuses fluctuations de poids qui corrèlent aussi Ouais. avec les fluctuations de la température. Donc, c'est extrêmement intéressant. Enfin, moi, j'adore partir de ta perspective et me dire, bah, c'est tellement logique, en fait, ce que je vois dans mes coachings, que voilà, ça m'aide à avancer. Donc, merci pour ça, c'est cool. Ouais, parce que le poids, effectivement, c'est aussi lié au cycle menstruel. Ça, on pourrait aussi en parler pendant longtemps. Enfin, pas forcément le poids en termes de balance, mais disons, l'aspect corporel change avec la rétention d'eau, etc. au moment des règles. Donc, c'est vrai que moi, je vois pas forcément le changement en termes de poids, tu vois, mais c'est plutôt, ça se voit, en fait. C'est le petit ballonnement, la petite rétention d'eau, elle se voit, quoi. Ouais. Ouais. Il y a un petit truc que j'aimerais rajouter là, qui est une mini parenthèse par rapport au moment où, en général, on attribue le problème du cycle menstruel à la progestérone parce qu'on a un changement, comme tu l'as bien précisé, avec la montée de la progestérone dans la phase lutéale. Et du coup, on se dit, dans cette phase-là, eh bien, on se sent mal à cause de la progestérone. Et là, c'est encore quelque chose qui est un petit peu délicat. Je pense, pour pas dériver sur quelque chose de problématique, je vais simplement mettre un lien en description, en plus de celui dont on a parlé en off avant qu'on détaillera après, mais sur l'industrie des oestrogènes, qui n'est pas une blague. Il y a un papier que je vais vous partager, que vous pouvez télécharger librement sans aucune contrepartie, qui explique toute la progression de l'industrie des oestrogènes avec le côté marketing qui est détaillé par une femme qui s'appelle Carla Rothenberg, qui a fait des études de loi à Harvard. Donc, c'est une étude qui détaille vraiment point par point ce qui s'est passé du côté de l'industrie des oestrogènes. En anglais, ça s'appelle The Rise and Fall of Estrogen Therapy.
Et puis, c'est surprenant. Je vais m'arrêter là pour exprès pas trop rentrer dans la controverse, D'accord. mais C'est pas du tout, c'est vraiment surprenant. Un truc de plus que je peux dire aussi là-dessus, c'est que historiquement, les oestrogènes n'étaient pas l'hormone féminine. Historiquement, en fait, c'était appelé adipine. Donc, l'hormone féminine par excellence, c'est la progestérone. ouais. Et adipine liée au tissu adipeux, justement. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, un tissu blessé va produire une certaine quantité d'œstrogène liée à la phase de choc ou de stress qui est associée à ça. Et puis le côté prolifération, donc en très bref, vous avez une blessure, et après j'arrêterai de partir dans mon délire, hein, mais vous voulez d'abord remplacer les cellules qui sont manquantes. Donc vous avez une blessure, c'est la phase dite de prolifération. Et ensuite, la phase où les cellules redeviennent jolies, pour ainsi dire, elles sont suffisamment différenciées, on appelle ça en toute logique la phase de différenciation. Mais avant tout, vous voulez arrêter de saigner, donc il faut remplacer la place qui a été libérée, pour ainsi dire, avec l'incision ou la blessure, ou voilà quoi. Donc il y a vraiment ce rôle assez opposé, qui n'est pas forcément controversé, des œstrogènes et de la prolifération, de la progestérone et de la différenciation. Et ces deux hormones s'opposent assez fortement aussi au niveau de leur substrat énergétique. C'est-à-dire que la progestérone va favoriser la phosphorylation oxydative du glucose, alors que les œstrogènes vont favoriser, ça c'est pas du tout quelque chose qui est controversé, la mobilisation et l'oxydation des acides gras. Donc on a des choses qui changent vraiment, jusqu'à avoir même des fois certaines personnes qui vont dire ah, dans telle phase on va proposer à une femme de manger plus gras, et dans telle phase on va proposer à telle femme de manger plus sucré, entre guillemets. Je caricature un petit peu et je fais encore un dernier lien. Probablement que le moment où vous avez envie de consommer plus de sucre, c'est quelque chose qui est corrélé avec une augmentation de la progestérone, qui elle-même est corrélée avec une augmentation métabolique. Ce que je suis en train de dire, c'est exactement un discours anti-culpabilité, c'est si vous avez davantage faim à un moment donné, c'est probablement parce que votre corps vous en demande plus. Et même pour maintenir votre poids, ça peut être intéressant de manger quelque chose de sucré. Je n'ai pas dit finir un paquet de biscuits parce qu'on ne parle pas de sucre, on parle d'un mélange industriel facile à surconsommer, mais je parle de quelque chose, par exemple, rajouter 200 calories de fruits ou sous forme de miel ou autre chose. C'est probablement quelque chose qui est intéressant à faire en écoutant, pour ainsi dire, vos signaux de faim à ce moment-là et sans aucune culpabilité en fait, parce que des fois quand on prend pas ça en compte, on peut se dire bon bah j'ai plus de peine à suivre ceci, la sèche par exemple, la perte de graisse pendant telle phase, mais en fait peut-être la personne mangeait simplement pas assez à ce moment-là, et ça peut être cool d'avoir cette petite notion parce que ça déculpabilise instantanément et en fait c'est agir en cohérence avec les signaux du corps quoi. Voilà, je suis parti un Ouais. peu, tu reprends comme Non, tu mais veux là. c'est hyper intéressant l'appétit en fonction du cycle menstruel. Il y a beaucoup à dire là-dessus aussi. Alors, sous le coup de la progestérone, effectivement, on a tendance à avoir envie de plus manger en phase lutéale. Il y a aussi le côté, bah, c'est la phase en fait de nidation. Si jamais il y a une nidation, en fait, avant qu'on ait nos règles, notre corps sait pas forcément encore si on s'apprête à avoir un enfant ou pas. Et du coup, il y a la phase comme ça lutéale est aussi connue pour avoir, enfin, les femmes ont plus envie de manger pendant cette phase-là, aussi entre guillemets pour préparer, voilà, l'arrivée du bébé. Donc du coup, faut amasser un peu de calories, tu vois. Ouais, Et je après, profite. naturellement, au moment de l'ovulation, on est plus active et on a moins faim en fait au moment de l'ovulation parce que c'est pas forcément notre là le moment où on a besoin de calories, tu vois. Excellent. Je vais dire un truc qui est absolument pas romantique, mais un bébé, on en avait déjà parlé, c'est 90 000 calories jusqu'à ce Ouais, qu'il naisse. Et ensuite, si on prend 6 mois d'allaitement, c'est à peu près 90 000 calories supplémentaires. Donc, on est à 180 000 calories. C'est pas une blague. Et pour dire notre rôle, entre guillemets, ridicule en tant que mâle au sens biologique du terme, c'est pas une contribution qui dépense autant de calories. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui est lié à ça et qui est à prendre en compte et qui est pas à juger comme étant négatif ou positif. C'est juste ouais. strictement de la biologie. Hein. Donc, on parle pas d'une notion un peu, je sais pas, délicate de tout à coup je deviens un macho. Enfin, vous jugez comme vous voulez, hein, les personnes qui nous écoutent là maintenant, mais c'est vraiment strictement une différence biologique. On n'a pas la même épargne, pour ainsi dire, à faire en tant qu'homme par rapport à notre contribution, pour ainsi dire, pour la reproduction. Bah, c'est sûr que chez vous, c'est un peu plus régulier, quoi, entre l'appétit, les émotions, tout ça. Nous, c'est un peu montagne russe, on va dire. Même si vous pouvez avoir, par exemple, un cycle journalier, tu vois, mais c'est un peu moins voyant, en fait, que le cycle menstruel des femmes. On peut dire qu'on est moins complexe, on est un peu plus simple à cerner, quoi. On peut dire Non, ça. Mais bon. non, mais c'est une réalité biologique. Après, c'est vrai que l'expression manger pour deux quand on est enceinte,
voilà quoi, on l'a pas inventé pour rien, donc c'est sûr que faut s'écouter. Moi, je pense que c'est vraiment c'est un point important quoi. Quand on est en cycle naturel, en tout cas, faut s'écouter, que ce soit pour les envies de sport, les envies de manger, les envies de repos. Voilà quoi, faut accepter les fluctuations hormonales. Pour un exemple très pratique, pendant une planification d'entraînement en musculation, tu fais aussi de la musculation, une des recommandations que j'ai pu donner quelquefois, c'est dans la phase où la femme en question, selon ses propres critères à elle, se sent un petit peu moins, j'ai envie de dire, soit alerte, soit avec un équilibre parfait, soit avec une grande force, etc. La Wonder Woman, je caricature un petit peu. La phase où elle se sent elle-même un peu moins bien, c'est de faire le même programme, mais avec des variantes un petit peu plus simples, pour ainsi dire. Par exemple, plutôt que de faire des exercices qui demandent une grande coordination et puis un équilibre important, eh ben, peut-être c'est pas à cette phase-là où le but c'est battre des records. À cette phase-là, le but c'est d'avoir des exercices avec une certaine sécurité et puis toujours l'envie de s'entraîner si, en tout cas c'est ce qu'elle a envie de faire, mais pas avec les mêmes objectifs parce que quelque part on pourrait comparer l'objectif de, je vais donner un exemple aléatoire, de la deuxième semaine du cycle à l'objectif de la deuxième semaine du cycle suivant. Mais il ne faudrait pas comparer l'objectif de la troisième semaine du cycle à la deuxième semaine du cycle en se disant, bon, ça va de toute façon être pareil. Et puis, qu'est-ce qui se passe d'une semaine à l'autre? Je comprends pas, ma planification en tant que coach était censée fonctionner. Et en fait, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que on apprend à suivre les cycles. Et tout dans la vie, de toute façon, est une question de cycle. Donc, il n'y a rien qui est totalement stable. L'homéostasie n'est pas stable. Elle peut sembler plus ou moins constante, mais on essaie de revenir à une forme d'équilibre, alors que, pour donner une image, c'est comme si on essaie d'avancer dans une foule, et puis il y a des personnes qui nous poussent à gauche, qui nous poussent à droite, ben, on continue d'aller tout droit, malgré la foule, malgré tout ce qui se passe. Et ça, c'est un petit peu cette idée de garder, par exemple, la glycémie, donc la quantité de sucre dans le sang relativement stable, le fait de garder des taux de différentes hormones en fonction de ce qui se passe, etc. Et tout ça, ça fluctue. Donc c'est pas exclusif, sans vous enlever le côté strictement féminin, au cycle féminin. C'est quelque chose qui est juste normal, le fait de s'adapter en fonction de ce qui se passe. Et c'est extrêmement intéressant de pouvoir suivre mieux ce cycle parce que je pense que si on était un petit peu moins dogmatique sur le fait de considérer les femmes dans le milieu scientifique assez macho, hein, qui considère en gros les femmes comme des petits hommes, genre des hommes moins corpulents, littéralement, c'est-à-dire une femme en moyenne sur la population humaine, je ne sais plus quels sont les chiffres, c'est quelque chose comme 15%. Vous êtes 15% moins massive au sens strict du terme ou moins grande, je ne sais plus, un mélange des deux. Et donc, c'est une caractéristique de l'espèce humaine d'avoir en moyenne les femmes un petit peu plus petites. Mais vous n'êtes pas des petits hommes. Et les études sont vraiment ridicules de ce côté-là au niveau des interprétations parce que souvent on fait des raccourcis énormes. Et grâce à ça, notamment la symptothermie, j'espère que le fait d'avoir plus de femmes qui prennent conscience de leurs propres fluctuations, que du coup ça se traduira sur soit leurs conjoints, soit les personnes avec qui elles discutent, soit peu importe, mais au final qu'on ait une augmentation de cette notion de se réapproprier sa santé en étant capable de nouveau de s'écouter. Parce que s'écouter, c'est facile à dire, mais c'est ô combien difficile à faire, surtout avec tout ce qu'on a en tête, les informations contradictoires. Ouais. Donc voilà, j'ai un peu... Je t'écoute. Oui, je te disais, ouais, s'écouter dans cette société, c'est pas toujours évident, où effectivement, on prend pas forcément en compte, nous, nos fluctuations. En tant que femme, c'est sûr que la productivité, elle est pas la même tout le temps. Donc, du coup, faut accepter des fois d'avoir des moments un peu down et des moments, plus hauts. Et, ouais, notre société est pas forcément, disons, faite pour le cycle menstruel naturel. Mais voilà, on est obligé de faire un peu avec, de continuer comme si il se passait rien, tu vois, mais Ah purée, ouais. c'est pas toujours évident. Ouais, c'est délicat. Moi, mini anecdote, je discutais avec une cliente qui globalement était haut placée, comme on dit, d'un point de vue hiérarchique sur le plan professionnel. Et en fait, ce qu'elle avait adopté comme stratégie, c'était les moments où pour elle c'était plus difficile, pour faire simple. C'était que elle avait adopté une stratégie où elle arrivait à avoir soit un peu moins de rendez-vous, soit des rendez-vous moins importants, ou des choses comme ça. Et du coup, elle arrivait professionnellement à faire comme si c'était quelque chose qui se passait. Et puis voilà. Mais l'inverse a jamais été le cas. Genre, et je suis pas très bien. Est-ce que vous pouvez me laisser une semaine? Je prends une remplaçante, quelque chose. Et il y a rien de prévu pour ça, quoi. C'est absolument clair. Donc, il y a pas mal de bouquins de développement personnel comme ça, où il y a une nana aussi qui a une formation qui s'appelle Kiffe ton cycle. C'est vraiment le dev perso appliqué aux femmes, c'est-à-dire,
qu'est-ce qu'on pourrait faire plutôt à tel moment. Et c'est hyper intéressant en fait de voir les phases comme des moments clés en fait de par exemple les étapes d'un projet ou des choses comme ça. Là, par exemple, les règles, ça va être plus le moment méditatif, tu vois, de prise de recul, on réfléchit à ce qu'on fait, etc. Après, on se lance en mode, on arrive jusqu'à l'ovulation et là, on va être au top. C'est le moment où on est le plus social, où on est plus ouvert. C'est le moment plus facile pour faire des échanges, des rencontres, etc. Et après, on repart, tu vois, sur la phase plus réflexion, etc. Donc, c'est hyper intéressant aussi ce côté-là chez les femmes et le cycle menstruel. Génial. La traduction pour les hommes, c'est que nous, si on se plante à un moment, on continue de se planter sans interruption parce qu'on n'a pas de phase de recul. Non, ou alors qu'on fait les Non, choses très bien sans changer. Mais bref. bah, disons que ouais, vous pouvez peut-être faire plus toutes ces actions-là en même temps. Et enfin voilà, ça veut pas dire qu'on peut pas être sociable au moment où on a ses règles ou qu'on peut pas faire de la réflexion au moment où on a son ovulation, évidemment. Mais voilà, on aura des phases, en tout cas, en termes du cerveau, des échanges hormonaux, etc. On aura des phases plus propices que d'autres. Génial. Je pense à un truc par rapport au lien de nouveau, autant entre ce que toi tu présentes au niveau de la symptothermie que ce que j'ai en tête. Je vais commencer avec quelque chose de très simple qui est une notion de différence, ou delta comme on dit, mais on va garder les termes les plus simples, entre la température, pour ainsi dire, du crâne, qu'on peut mesurer sous la langue, pour une mesure de la tête pour faire simple, et la température sous l'aisselle, et l'interprétation qu'on peut faire à partir de là. Donc ici, j'ai une explication qui vient alors pas un collègue, parce que lui, il a un master dans le domaine de l'endocrinologie, mais qui m'explique que la différence de 0,5 degrés peut indiquer un relais hormonal important. Une manière assez simple de dire que, par exemple, on peut tourner par exemple, principalement au cortisol, à l'adrénaline, bon, glucagon, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait mentionner ici, mais globalement, si vous vous levez le matin avec une température à 36,5 par exemple, autant au niveau du crâne qu'au niveau de l'aisselle, bon, bah, c'est normal, vous avez le fameux jeûne physiologique de la nuit, vous n'avez pas mangé, à moins d'être somnambule et d'avoir ouvert le frigo sans vous en être rendu compte, vous n'avez pas mangé pendant la nuit, vous êtes un petit peu plus bas le matin, a priori, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous vous levez le matin puis vous êtes à 36,5 simplement avec le thermomètre sous la langue, et puis vous êtes à 35,5, donc 1 degré de moins au niveau de l'aisselle, probablement que la température au niveau du crâne ne suffit pas, et probablement que ça veut dire que vous tournez principalement au relais hormonal, et vous pouvez probablement penser à, pour la même quantité d'aliments que vous mangez maintenant, mettre un repas un peu plus tard le soir avant de dormir, par exemple. Ce qui n'induira pas une prise de poids ou autre chose, mais peut-être vous aidera à diminuer la phase littéralement stressante de la nuit. Et donc, en fait, mieux dormir, dormir comme un bébé, mieux récupérer et se lever aussi avec peut-être moins de symptômes problématiques et avoir plus facilement l'appétit le matin aussi. Enfin, c'était juste un petit parallèle. Et du coup, de ton côté, tu as fait un travail de recherche aussi au niveau de la littérature qui existait sur la symptothermie et puis tu as quelques données que tu peux par exemple présenter. Qu'est-ce qu'on mesure comme différence de température dans le cycle ou est-ce que tu veux faire un parallèle avec ce que j'ai dit ou comme tu veux? Ouais. Alors, la température en symptothermie, pour rappeler quand même, on a 3 façons de la prendre. C'est soit sous la langue, mais on va dire que c'est un petit peu le moins précis parce que si jamais tu as dormi avec un peu la bouche ouverte ou que tu reprends pas exactement au même endroit, ça change. Donc, c'est pas forcément le moyen le plus conseillé. Après, il y a la prise vaginale et après, il y a la prise rectale. Et la prise rectale est quand même, moi, c'est ce que je fais, c'est quand même le plus stable, on va dire. Honnêtement, j'ai essayé déjà la prise vaginale et j'ai pas vu autant de stabilité, tu vois. Après, ça dépend des personnes, mais effectivement, c'est pas prise aisselle, prise frontale. Enfin, les thermomètres frontaux, de toute façon, ne sont pas très fiables. C'est D'accord? pratique, mais voilà, c'est à peu près tout ce que c'est. Ouais. Ouais, en gros, on sait juste si on a un peu de fièvre ou si on n'en a pas, mais pour la symptothermie. Et je rappelle aussi que c'est un thermomètre à double décimale. Il faut être à 0,05 degrés près pour la symptothermie, pour tout simplement pour voir mieux en fait la différence de palier entre la température haute et la température basse. Ok. Et alors, du coup, cette différence-là, elle se mesure en dixièmes de degré, justement, c'est ça? Ouais, globalement, on va être sur une différence moyenne entre 0,3 à 0,6 degrés. Donc c'est quand même pas rien, tu vois, c'est un demi-degré en moyenne, donc
ça se ressent pas forcément en termes de nous, est-ce qu'on a plus chaud ou pas, mais Ah non, ça se ouais. voit vraiment sur le micro. Ouais, non, autant 1 degré, je peux l'attester pour n'importe quelle personne qui a déjà testé une perte de graisse et mesuré sa température. Vous perdez de la graisse peut-être un peu plus vite que ce que vous êtes censé pendant un moment un petit peu, enfin pendant une longue période. Voilà, vous avez froid et ça se sent et ça se mesure et ça peut être de l'ordre du degré sans aucun problème. Des personnes qui font de la compétition en bodybuilding, par exemple, je vais prendre quelques femmes en catégorie bikini pour juste un exemple. J'ai envie de dire standard parce que c'est une catégorie où il y a encore beaucoup de femmes qui peuvent faire ça en étant naturelles. C'est pour ça que je parle de ça aussi, parce que c'est important de le mentionner. On peut voir des femmes à 34,5 degrés, 34,6, 34,7 au niveau de l'aisselle, qui sont souvent un petit peu au-dessus de 35,4, 35,3 au niveau de la température sous la langue. Mais c'est impressionnant. Donc ça, c'est senti, c'est ressenti, c'est compris, il y a pas de doute. Mais quand on parle d'un demi-degré en moyenne et des fois seulement 0,3, ouais, je comprends que ça doit être beaucoup plus précis. Du coup, les thermomètres, ils coûtent quelques dizaines d'euros ou ils sont plus chers que ça? Non, autour de 10 euros, Ah t'as ouais, des thermomètres à double décimale. Ouais, ouais. ok, Sur facile. Internet, t'en as pas mal. En pharmacie, c'est un peu plus compliqué et enfin, pour avoir déjà fait l'expérience d'aller chercher un thermomètre à double décimale en pharmacie, on va pas forcément comprendre ce que tu viens chercher. Donc, du coup, ouais, sur Internet, il y a pas mal de choix. Il n'y a pas Ok, besoin de super. mettre 300 euros dans un thermomètre de ouf, hein. Souvent, autour de 10 euros, il y en a quoi. Si jamais tu as, un lien que tu peux m'envoyer en message tout à l'heure, je pourrais le mettre dans la description, si jamais, Ouais, juste pour pas que de les gens souci. voient. Trop cool. Donc ouais, juste 3 choses qu'on mettra dans la description minimum. Un, c'est quelques données scientifiques que vous pouvez trouver là-dessus, parce que comme n'importe quel domaine qui est pas forcément très connu, il existe ou non des données dans la littérature scientifique. Bon, la littérature scientifique date pas d'hier, donc ça fait longtemps qu'il y a beaucoup de choses qui sont à disposition, même dans des domaines que vous trouvez peut-être un peu curieux. Vous pouvez trouver des données sur PubMed, sur d'autres moteurs de recherche, Science Direct, ResearchGate, plein d'autres endroits. Et sur la symptothermie, il y a des données. Et comme NJ a fait enfin, si je peux me permettre de t'appeler NJ comme le pseudo, c'est pas dans le sens Oui. tout à coup. On va vous donner un lien où vous pouvez télécharger enfin, ou visionner ces études. Donc, il y aura un lien vers un thermomètre de qualité et aussi un lien vers les études. Et de mon côté, je me débrouille pour mettre un petit truc aussi où vous pouvez mesurer votre température. C'est un Excel extrêmement simple. Vous pouvez rentrer ça. Et je pense que du coup, enfin, où est-ce que tu as, toi, des fichiers Excel, par exemple, que tu aimerais? Je sais que tu utilises aussi une application, si tu veux en parler, par Ouais. exemple. Ouais. J'utilise ouais, l'application Moonly, qui est une application de symptothermie qui a été créée il y a pas très longtemps par une personne donc qui avait cherché elle aussi avant de la créer l'application de Sympto Parfaite et qui ne l'avait pas trouvée parce que c'est souvent des trucs soit c'est un peu archaïque et on n'y comprend pas forcément grand-chose, soit c'est des applications en anglais donc pas forcément ce que les gens recherchent le plus. Et du coup, Sandrine et Ludovic, qui sont à l'origine de Moonly, ont fait vraiment une application qui est en plus très didacticielle pour les débutantes. C'est hyper pratique. Donc voilà. Et après, une fois qu'on enregistre toutes nos données sur l'appli, on a en fait les cycles. On peut retrouver ces anciens cycles. Et donc là, on peut constater un peu, voilà, ces plateaux. En général, si on est, enfin voilà, on reconnaît vite en fait ces plateaux hauts, ces plateaux bas. Génial. Donc en fait, comparer un cycle avec un autre, c'était un petit peu enfin ce que je pensais comprendre par rapport aux entraînements, par rapport à la température, par rapport aux fluctuations de poids, quand je voyais dans les données des clientes que je suis. Et c'est exactement ce que toi tu mentionnes ici, c'est que comparer un cycle avec un autre, c'est quelque chose qui permet vraiment de voir comment on évolue. Et ça doit être vraiment cool à regarder, voir les Bah, données. Enfin, moi j'aime bien les chiffres en tout cas, donc peut-être c'est pas cool pour tout le monde, mais moi j'adore ce genre de trucs. bah, disons que ça permet aussi de faire en fait de l'observation de soi-même. Par exemple, un cycle qui va être très court ou un cycle qui va être plus long, on va chercher à comprendre en fait qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Tu vois, c'est hyper intéressant aussi. C'est vraiment de l'observation de soi et on peut voir vraiment qu'il y a beaucoup de critères qui influencent le cycle menstruel. Donc les émotions, que ce soit positif ou négatif, le manque de sommeil. Et après, au niveau de la température aussi, il y a d'autres choses. L'alcool peut influencer, des choses comme ça. Donc c'est hyper intéressant aussi de voir comme ça cycle après cycle qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que là j'ai une ovulation hyper tardive ou là j'ai une ovulation au contraire tôt ou là j'ai eu mes règles tôt, je les ai eu longtemps, pas longtemps.
on peut faire en fait plein de statistiques sur notre hygiène de vie en fait et voir quelles conséquences ça a directement sur notre cycle menstruel. Génial. Dans les critères que j'ai, et comme ça tu peux rebondir si par exemple il y en a qui sont pertinents dans ce dont tu parles, moi je demande parfois de noter sur entre 0 et 10, 10 étant par exemple la meilleure qualité et 0 étant le pire, des choses comme la digestion, la libido, le niveau d'énergie, le niveau de stress, donner par exemple le nombre d'heures de sommeil aussi, Ouais. le degré de est-ce que la personne a plus ou moins chaud aux extrémités, étant les mains, les pieds, puis on pourrait penser au nez aussi. Est-ce que, enfin voilà, ce genre de choses, est-ce qu'il y en a qui te parlent et que tu as vu comme étant vraiment des critères clés pour modifier le cycle, par exemple? Critères clés qui peuvent modifier, bah moi je Tu dirais dors vraiment pas, par exemple. le côté émotionnel joue pas mal en fait. On a tendance un peu à le négliger, mais il y a un stress, que ce soit positif ou négatif, des fois peut vraiment impacter. Donc ça c'est hyper intéressant aussi de prendre ça en compte. Ok, ça semble assez logique aussi. Une période, par exemple, stressante, c'est pas une période où on se dit super, c'est le moment de faire des enfants alors qu'on est Bah stressé ouais. comme des malades et tout. Et d'ailleurs, du côté homme comme femme, c'est quelque chose qui peut avoir une influence énorme. Bon, pour appeler un chat sur la libido, hein. J'ai des personnes qui Ouais. m'ont de temps en temps dit bon bah je vais pas mâcher mes mots, excusez-moi, mais voilà, Will, j'arrive plus à bander avec ma meuf, qu'est-ce qui se passe et tout. Puis globalement, 9 fois sur 10, c'est une grosse phase de stress. Et donc voilà, c'est pas quelque chose qui concerne que les femmes. Le stress, c'est quelque chose qui, plus ou moins universellement, peut perturber nos ratios hormonaux. Et ça, de manière chronique, c'est vrai que c'est peut-être un des fléaux de notre société actuelle qui est pas vraiment faite pour suivre, comme tu l'as joliment dit, nos propres cycles, féminins y compris. Et ouais, ça m'étonne pas du tout. Donc ça, c'est le principal que tu aurais en tête par rapport à ton expérience, c'est le stress, c'est ce qui influence le plus sur le cycle. Bah chez moi en tout cas ouais. Après chaque personne va être différente, mais ouais il y a des personnes chez qui par exemple une pratique sportive trop importante va aussi peut-être tu vois influer sur son cycle etc. Donc c'est intéressant. Et après on me dit aussi souvent qu'il faut avoir un comment dire un retour d'au moins 3 mois, c'est-à-dire que les changements d'hygiène de vie qu'on fait là en fait comme ça prend en fait 3 mois avant d'arriver à maturation notre ovulation, on dit en fait qu'il faut, tu vois, vraiment du coup un grand laps de temps avant de voir vraiment les effets positifs ou négatifs d'un changement d'hygiène de vie. Ok, ça, ouais, ça semble logique aussi pour que quelque chose s'installe. Ce dont tu as parlé par rapport au sport, c'est quelque chose qui est très documenté depuis un moment d'ailleurs, depuis les années 2010 en tout cas, par Anne Lux, qui a fait des travaux sur ce qu'on appelle en anglais energy availability, la disponibilité en énergie. Et les sportifs d'élite dépensent des fois tellement d'énergie que cette énergie, finalement, comme elle est utilisée pour le muscle, pour enfin, leurs activités, eh ben, elle n'est plus disponible pour nos propres organes, notre système immunitaire, etc. Puis on a une moins grande énergie disponible, donc littéralement à disposition pour les différentes fonctions de notre système, enfin de nos différents systèmes. Et on a des corrélations avec les fameuses fractures de fatigue. On a des problèmes qui se manifestent très souvent au niveau du cycle. On parle de dysménorrhée, on parle d'aménorrhée. Et puis ça peut durer vraiment longtemps. Des fois, ça dure la totalité de la période de compétition de la pratique sportive de la personne. Et ça semble être encore plus prévalent dans les sports avec des aspects jugés sur le plan esthétique. Par exemple, des moments qu'on prend un petit peu de graisse et qu'on peut être jugé négativement, c'est horrible, mais ça fait partie de la réalité sportive. Eh ben, on peut du coup avoir cette pression par rapport à la silhouette qu'on doit présenter lors des performances, et c'est une pression supplémentaire donc de la part du coach, de la part des athlètes, sur elles-mêmes aussi. Enfin bon, globalement tout ça, et là les aménorrhées, les dysménorrhées sont plus que fréquentes, et il y a tout ce domaine de la littérature de la disponibilité en énergie qui est très intéressant à prendre en compte. Comme par exemple, on pourrait se dire pendant une période je mange pas, bah si pendant une période où on mange pas, les jeûnes, différents types de jeûnes, un homme va pas forcément réagir de la même manière qu'une femme aussi, par exemple. Ouais, effectivement, je t'en parlais l'autre jour. Alors, c'est le jeûne intermittent, bah c'est, enfin voilà, c'est très à la mode. Enfin, c'est très à la mode en ce moment.
Effectivement, il y a en plus beaucoup d'hommes qui en parlent, je crois quand même globalement. Et on a quand même une étude, mais alors attention, hein, parce qu'il faut prendre avec des pincettes, c'est une étude qui a été faite chez des rats femelles, Ok? indiquant que le jeûne n'était pas forcément compatible, en tout cas avec l'ovulation, etc. Parce que ça fait en fait un tel stress pour l'organisme que bah du coup l'ovulation, ça devient en fait au second plan et on n'ovule pas tout simplement si on est vraiment en baisse drastique. Enfin, disons que quand on jeûne, souvent chez les femmes, on a tendance en plus à réduire ses calories parce que c'est pas si facile de manger autant de calories sur un ou deux repas qu'on pourrait le faire en trois repas. Donc du coup, ça plus le fait qu'on ait des grosses périodes sans calories, ça induit un stress qui fait que on n'ovule plus tout simplement. Ok, ah, c'est intéressant. Mais merci de préciser parce que ça aide. Des fois, on prend des études avec des résultats, puis on fait regardez à partir de là, c'est maintenant de préciser d'emblée que c'est sur les rats. Cela dit, les rats sont très proches de la physiologie humaine pour beaucoup de choses, un peu moins pour certaines. Par exemple, un des classiques dans les mauvaises interprétations en nutrition, c'est pour le fructose notamment, qui est grandement, enfin facilement métabolisé sous forme de graisse chez les rats et très difficilement chez les humains. Et là, on a des données très solides chez les humains qui prouvent effectivement que c'est différent. Mais pour beaucoup de choses, notamment des choses plus générales et qui s'étudient normalement sur une plus grande durée de temps, par exemple les études sur la longévité, c'est très difficile d'avoir des données sur les humains parce qu'il faut des données suffisamment longues et puis en gros, on peut se baser quasiment que sur des snapshots, comme on dit, sur des photos d'un point de vue étude. Et là, le fait d'avoir des données déjà au niveau de rats qui permettent vraiment d'appuyer ça, c'est hyper intéressant comme une idée à vérifier en pratique dans le cadre de nos coachings et ce genre de choses. Donc c'est tout sauf anodin, c'est pas ah ouais mais c'est une étude sur les rats, on prend pas en compte. C'est intéressant, c'est approuvé, c'est à vérifier, approuvé dans le sens à accent grave, prouvé, à vérifier. Mais génial, c'est vraiment chouette. Je pense que ça corrèle certainement finalement ce principe fondamental qui est que quand on est vivant, eh ben, on a besoin d'une certaine quantité d'énergie. Il n'y a pas de vie sans énergie de toute manière. Et que en fonction de ce qu'on peut réguler, donc on peut plus ou moins réguler à la baisse ou réguler à la hausse, il y a ce qui est plus ou moins essentiel à un instant T. Et c'est clair que dans une période de stress, pour ainsi dire de famine, si on prend une famine qui n'est pas imposée, juste une période de famine, c'est logique que ce soit pas à ce moment-là que notre système immunitaire dise ah bah je vais dépenser autant d'énergie que d'habitude, qu'on essaye de prendre de la masse musculaire, qu'on ait globalement notre libido qui soit au plafond. Ça semble assez logique en fait. Et donc c'est chouette, ça donne un petit peu de notion en plus de ce côté-là. Ouais, bah c'est vrai que bon voilà, c'est soit les études chez les hommes, soit les études chez les rats femelles, donc on prend toujours ce qu'ils vont apprendre. Ouais, c'est Ouais, les compliqué. études chez les femmes sont ouais, globalement moins répandues, donc après voilà, moi je pense que essayer le jeûne quand même, ça peut être quand même, tu vois, ne serait-ce que pour se reconnecter à sa réelle faim. Essayer parfois de repousser un peu ses repas, mais il faut pas se faire le jeûne parce que voilà, il y a plein de gens sur internet qui disent que le jeûne est génial, donc il faut absolument faire le jeûne. Tu vois, si on constate des problèmes, en tout cas, enfin des conséquences sur son cycle menstruel, faut arrêter de jeûner quoi. Clairement, c'est que c'est pas bon signe. L'ovulation, c'est un signe de bonne santé, donc si on n'a plus d'ovulation, c'est qu'il y a un petit problème quand même. Ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis de ce côté-là, parce que c'est aussi un lien qu'on peut faire aussi avec. J'essaie chaque fois de faire l'aller-retour, ce que j'ai vu aussi chez certaines personnes, le stress ou le manque d'énergie, homme comme femme, c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans la direction d'avoir une libido normale, par exemple, pour Ouais. parler de ce que c'est. Et donc, du coup, si on pense à d'autres choses qui sont des critères de fertilité, ben, on pourrait regarder l'ovulation, on pourrait regarder chez les hommes le sperm count, enfin le nombre de spermatozoïdes, tout simplement. Il y a plusieurs choses qu'on pourrait regarder, mais on revient toujours à cette idée que on a des signaux biologiques personnels qui nous sont vraiment propres, qu'on peut interpréter à chaque instant, qui permettent de prendre un peu de recul sur la stratégie qu'on utilise à un moment donné. Et je pense que c'est aussi un truc extrêmement puissant, le fait de regarder à la base peut-être sa température pour le cycle, mais pourquoi pas aussi pour d'autres choses après, c'est vraiment d'avoir des outils supplémentaires en main pour essayer de se gérer le mieux possible, parce que la seule personne avec qui on a tout le reste de notre vie à passer, c'est nous-mêmes, et il faut qu'on apprenne à se gérer le mieux possible, et c'est impensable, et c'est littéralement impossible
d'avoir quelqu'un qui s'occupe de nous mieux que nous-mêmes avec un meilleur niveau de connaissance et une honnêteté aussi par rapport à l'interprétation des signaux. Donc, je pense que c'est vraiment un pouvoir supplémentaire là qu'on donne dans le sens pas nous, c'est nous qui apportons ça, on est les premiers à en parler, mais je pense que c'est un message important à véhiculer, à transmettre, parce que beaucoup de personnes sont perdues aussi dans l'interprétation de est-ce que ça fonctionne sur moi? Bah, t'as testé. Voilà un truc pour tester. Regarde comment tu te sens. Et puis là, avec toutes les explications que tu donnes, moi j'ai déjà plein d'idées supplémentaires. Peut-être que je t'en parlerai en off. Faut pas que ça prenne 5 heures, mais pour implémenter ça aussi dans le cadre de mes suivis. Et je profite juste de te dire merci là, sans dire que le live est terminé, hein, mais c'est chouette. Vraiment, c'est cool. Ouais, bah le sujet de l'autonomie, enfin ouais, il faut réfléchir parfois à, effectivement, c'est pas parce qu'on a lu ça que c'est forcément bien pour nous, etc. Et l'autonomie dans le cadre de la symptothermie, c'est vraiment un truc clé, quoi. C'est vraiment se redonner du pouvoir dans le sens où on est actrice de sa propre contraception et on n'est plus dépendant, bah voilà, d'un gynéco qui doit nous poser un stérilet ou qui doit nous délivrer une pilule. Et le concept d'autonomie dans la sympto, enfin on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est hyper intéressant. Et aussi de se dire que la méthode est réversible. Donc c'est-à-dire que demain, tu veux faire un enfant, t'es en sympto, bah t'as pas besoin de rappeler ton gynéco pour enlever ton stérilet, ou t'as pas besoin d'arrêter la pilule et d'attendre miraculeusement que tes règles reviennent, parce que des fois on sait que ça peut être très très long. Et donc voilà, ça c'est vraiment dans cet élan de se reconnecter à soi-même et être autonome et être actrice de sa santé, en fait. Génial. Non, vraiment, c'est en termes de philosophie, et c'est peut-être un raccourci de ma part parce que j'ai la chance de discuter avec plusieurs personnes qui ont fait de la naturopathie et en fait beaucoup de personnes sont très ouvertes à la discussion, même si des fois il y a 2-3 petits sujets sur lesquels on est en tout cas initialement pas d'accord, mais ça permet à chaque personne qui discute de manière intellectuellement honnête d'évoluer. Le principe de ne pas juste remettre sa santé dans les mains de quelqu'un d'autre, aussi compétente que cette personne puisse être, hein, finalement. Même, et je dis ça en tant que fils de médecin, pas parce que j'implique mon père dans quoi que ce soit, c'est 100% mon avis ce que je dis, mais je suis conscient de comment notre système fonctionne, dans le paradigme dans lequel nous sommes actuellement, et ça semble vraiment difficile d'avoir finalement comme objectif principal de tous les professionnels de la santé de dire à chaque fois à une personne on vous encourage chaque fois à notre échelle à mieux comprendre comment vous fonctionnez parce que l'idéal c'est que vous n'ayez plus besoin de nous voir. Ça c'est le discours idéal dans ma tête de bisounours, c'est celui que j'ai dans le cadre de mes coachings quand je dis aux personnes voilà finalement mon but c'est que toi à un moment tu sois autonome pour que tu me dises Will, je sais tellement ce que tu vas me dire que j'ai plus besoin de toi, donc ciao, et c'est à ce moment-là que je prends un nouveau client en gros. C'est mon principe, je suis pas du tout en train de l'imposer à qui que ce soit, mais c'est ce que je considère comme étant finalement quelque chose qui est lié à la pédagogie, à l'enseignement. On essaie d'élever une personne à un niveau qui lui permet d'être suffisamment autonome pour prendre des décisions conscientes le plus correct possible dans son contexte, que la personne connaîtra toujours mieux que nous. Et en ce sens, je pense qu'on peut vraiment avancer. Et le monde professionnel actuel dans le domaine de la santé fait ce qu'il peut. Et je pense vraiment à toutes les raisons d'être bien intentionné et l'est certainement, mais il fait ce qu'il peut au sein du paradigme. Et lorsqu'on a 10, 15, des fois seulement 5 ou 6 minutes d'entretien du côté médical pour faire quelque chose, on ne peut pas traiter les choses sur le fond. Et là, vraiment, c'est une phrase de quelqu'un qui s'appelle Michael Persinger, c'est « Your health back in your own hands ». Et puis, c'est ce que tu as dit, c'est être acteur de sa santé, être actrice de sa santé. Et vraiment génial. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter la collaboration avec le personnel médical. J'insiste là-dessus parce que c'est extrêmement important que vous ne sortiez pas l'information du contexte. Ça veut dire plus vous connaissez vous-même, plus vous pouvez aider le personnel médical, si vous en avez besoin, à savoir correctement ce qui vous arrive. Si tout ce que vous faites quand vous arrivez, c'est « Ah, je suis pas bien ». Et donc, vous savez quand vous êtes pas bien, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose pour nous dire « Ah non, j'aimerais juste aller mieux ». Bon, bah, moi, n'importe qui, on se met à la place du professionnel médical qui entend ça, on peut rien faire pour vous, hein, littéralement. Donc, essayez de faire en sorte de vous aider suffisamment pour qu'on puisse vous aider à vous aider vous-même, en gros, quoi. Ça, c'était une petite synthèse de cette idée de philosophie. C'est clair qu'il faut pas mettre tous les médecins dans le même panier. Moi, j'ai déjà lu des témoignages de femmes qui allaient chez le médecin ou chez le gynéco, la sage-femme, ce que tu veux, avec leur cyclogramme de symptothermie.
et voilà, et qu'il y avait des gens en face d'eux qui étaient intéressés. Effectivement, malheureusement, la symptothermie est pas très connue par le grand public et est pas très connue non plus par les médecins. Donc c'est toujours un peu compliqué parfois de trouver des soignants qui acceptent aussi que nous on reprenne ce rôle, tu vois, de j'ai envie d'être autonome sur ma contraception. Parfois, on a quand même des soignants qui infantilisent un petit peu les femmes et qui du coup ont tendance à dire non, laisse tomber, ça c'est mon truc, tu vois. Donc il Sérieux, y a c'est tout. carrément ce genre de discours autant autoritaire que ça ou... Bah, la pilule, notamment, enfin, par exemple, les femmes qui ont de l'endométriose ou du SOPK, 9 fois sur 10, elles n'ont pas d'autre choix, en fait, que d'avoir la pilule. Et quand on leur dit, quelqu'un qui veut arrêter la pilule, les gynécos, c'est, on se revoit dans 9 mois, pour l'accouchement, tu vois, des fois, Ah c'est un ouais. peu drastique, mais il y en a quand même beaucoup qui sont dans cette voie-là. Mais on perd pas espoir. Il y a quand même des soignants qui sont, qui sont plus ouverts que ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une soignante, du coup, d'une sage-femme qui était ouverte sur le sujet, donc, il y en a, faut pas perdre espoir non plus. Ok, wow, purée, je suis encore un peu sous le choc là, parce que ce type de message, enfin, c'est vraiment choquant dès le moment que. Alors, je peux pas dire littéralement que je suis un professionnel de la santé parce que je suis dans le domaine de la physiologie de l'exercice et je pense que une activité physique adaptée peut aider globalement la santé d'une personne. Mais c'est la seule connexion directe, pour ainsi dire, d'un point de vue légitimité professionnelle que j'ai dans le cadre voilà, des professions de la santé. Mais pour les personnes avec qui j'ai collaboré, qui sont vraiment strictement ancrées dans ce système comme étant des professionnels de la santé, je sens quand même, ou peut-être c'était biaisé parce que c'était mon entourage, j'en sais rien, une forme de bienveillance, d'envie d'aider, d'aider les gens à évoluer, etc. Et c'était quelque chose que j'ai trouvé chez quasiment tout le monde. Et là, entendre quelque part quelque chose d'aussi brutalement à l'opposé, en tout cas tel que je le comprends, de l'amélioration de la santé d'une personne en gérant mieux sa propre connexion avec ses signaux biologiques, une meilleure compréhension, etc. Voilà, excuse-moi, j'ai juste encaissé le coup là, je me suis dit, waouh, Bah, ouais, putain, malheureusement, il y a la journaliste Sabrina Debusca, qui est une journaliste indépendante, qui a écrit pas mal de choses à propos de la pilule, qui avait lancé une pétition marre de souffrir pour notre contraception, et qui est aussi l'autrice d'un Instagram qui s'appelle Paye ta contraception et qui malheureusement relate comme ça beaucoup de témoignages de femmes qui se sont pas entendues écouter au moment où elles ont dit qu'elles avaient des effets secondaires de contraception hormonale. Donc c'est malheureusement une réalité en France aujourd'hui, mais on espère qu'avec tous les témoignages, on finisse par aller dans le bon sens. quelques trucs que je peux me permettre de dire avec une intelligence froide, pour ainsi dire. C'est-à-dire que si vous regardez les effets connus des œstrogènes sur les sites officiels, les œstrogènes font partie je ne sais plus quel est le grade, mais c'est potential carcinogen. Donc, c'est quelque chose qui potentiellement est représenté et reconnu comme étant quelque chose de potentiellement problématique au niveau de la. Je prends toutes les pincettes, vous avez compris, mais c'est potentiellement un problème pour le cancer. Et c'est pas que ça. Si on revient aux mécanismes fondamentaux qui sont liés aux œstrogènes, c'est vraiment quelque chose qui est lié à la prolifération et qui s'oppose d'une certaine manière à la différenciation. C'est quelque chose qui est lié davantage aussi aux problèmes de tolérance au glucose ou de résistance à l'insuline. Je ne sais pas si vous êtes conscient de. Donc là, je ne vous vois pas tout à coup, je m'adresse à tout le monde, de l'idée que lorsqu'on favorise un petit peu trop l'oxydation des acides gras, on peut le faire au détriment de l'oxydation du glucose. C'est quelque chose qu'on appelle le cycle de Rendel, qui a été complété assez récemment, en 2009 d'ailleurs. Donc, trop mobiliser de graisse, ça peut empiéter votre capacité à utiliser le glucose. C'est une manière de dire que peut-être même au sein du cycle menstruel, il se peut qu'à un moment du cycle, vous puissiez moins bien digérer. Je donne un exemple un peu bidon, mais qui est assez facile à appliquer. Un bol de céréales, par exemple, si vous le consommez, il digérez très bien à un moment du cycle et moins bien à un autre moment du cycle, il se peut que ce soit directement dû aux œstrogènes. Donc, il y a vraiment des choses qu'on peut garder comme étant potentiellement directement problématiques pour la physiologie humaine là-dedans. Victor, ouais, Rendel, il est partout, Rendel, je sais. Bref, et du coup, c'est important de garder ça en tête. Et c'est pas que dans le cadre de la pilule. Et dans le cadre de la pilule, on peut parler d'hormones de synthèse aussi. Les progestatifs Oui, sont pas de la progestérone bioidentique. c'est ça. Donc après, certaines études vont suggérer que, alors là, c'est dans un des articles de Repeat qui a d'ailleurs été partagé par une des personnes qui nous suit. Donc on a des gens qui sont au taquet là. Au niveau de la progestérone, les progestatifs, donc encore une fois, la progestérone de synthèse peut avoir des effets similaires aux œstrogènes. Donc on peut faire pas mal d'amalgame aussi de ce côté-là. C'était juste pour donner un peu de contexte derrière et avoir comme seule solution
vous avez un problème, reprenez la pilule. Moi, j'ai rien à dire parce que je suis pas dans l'interaction de voilà la patiente et puis le médecin, etc. Mais ça me semble très, 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 très limité parce qu'il y a Ouais. tellement d'autres choses à faire pour avancer que ça que je suis un peu scandalisé par ça. Mais bon, c'est pas me laisser emporter. C'est pour ça que j'ai commencé, je t'ai dit, avec mon intelligence froide. Vraiment regarder sous les sites officiels de médecine ce qu'on a potentiellement comme effet lorsque on a des traitements à base d'œstrogènes de synthèse. Le potentiel de risque augmenté de cancer, il est vraiment écrit noir sur blanc sur les sites les plus officiels. Je crois que c'est americancancersociety.org ou quelque chose comme ça, vous pouvez le trouver. Et voilà, ça devrait être une surprise pour personne. Bref, voilà, Ouais, c'était. on est moins en plus du cancer du sein là, donc c'est bien de rappeler. Malheureusement, les journaux nous indiquent pas trop qu'effectivement la contraception hormonale, mais aussi le traitement après hormonal de la ménopause, par exemple. Et effectivement, tu as bien fait de rappeler que c'est des hormones de synthèse, et c'est parce que c'est de synthèse aussi que ça a autant d'effets sur le corps. Et donc voilà, on a trouvé des corrélations, un cancer du sein et contraception hormonale. Donc c'est toujours bien de rappeler aussi ça. Oui, alors là, je vais devoir sortir le fameux message où effectivement, on devrait pas avoir besoin de le rappeler, mais vous savez que ni elle ni moi sommes médecins. On vous donne des perspectives avec des données qu'on est en train d'interpréter. Donc, si vous êtes suivi par des professionnels médicaux, c'est leurs conseils qui prévalent, bien évidemment. C'est con, mais c'est extrêmement important de le préciser. Et je dis pas ça uniquement pour le côté administratif, c'est-à-dire que d'un côté légal, etc., je pourrais simplement vous dire clairement, moi, je risque quelque chose si je vous donne des conseils médicaux. Un, ce serait stupide. Deux, ce serait pas adapté par rapport au contexte parce que je ne connais pas votre contexte. Par contre, ce qu'on peut faire, et je pense ce qu'on fait tout simplement tous les deux là, c'est que on vous présente des données qu'on a et qu'on peut partager. Je ferai en sorte de mettre, comme je vous l'ai dit, des liens dans la description parce que ceci restera en IGTV. C'est pour ça qu'on peut pas trop dire de conneries. Vous pouvez les réécouter autant de fois que vous voulez, donc il faut qu'on fasse attention. Mais c'est bien de vous faire un avis vous-même, et c'est encore mieux si vous collaborez avec un personnel médical qui, pour le moment, est peut-être un peu sceptique, de pouvoir présenter à la personne avec qui vous travaillez, pourquoi pas les données qu'on vous a montrées ici. Et certaines personnes vont se remettre en question, d'autres pas du tout. Ça fait partie de la vie, mais vraiment comme ça, vous avez plus de choses pour appuyer une réflexion qui, je pense, est une réflexion saine et qui est une réflexion sur la base de l'amélioration de votre santé ou de l'entretien de votre santé sur le long terme. Et votre santé vous appartient. Point. Il n'y a personne qui peut discuter de ça, pas même un médecin. C'est pas quelque chose qu'ils ont signé, genre on va le voler la santé des patients. Non, c'est votre santé vous appartient. Personne dira le contraire, sauf quelqu'un qui peut être très mal intentionné. Donc ça, c'était juste un petit résumé par rapport au paradigme médical dans lequel on est actuellement, qui est pas évident. Et je pense encore une fois, sincèrement, que les personnes font au mieux dans le paradigme dans lequel elles sont, mais qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être améliorées. Et puis que après, voilà, il y a juste des réalités physique, pour ainsi dire. En 5 minutes, on change pas toutes les habitudes d'une vie d'une personne en traitant les causes systématiquement. C'est juste, non, on peut pas, quoi. Donc, ayez aussi un petit peu d'empathie. Ça paraît con de dire ça comme ça, mais par rapport au médecin qui fait ce qu'il peut par rapport à ce paradigme, ça, c'est extrêmement important. Et ensuite, regardez aussi éventuellement si c'est possible de prendre le temps avec toutes les personnes qui peuvent collaborer dans le cadre d'une prise en charge médicale, parce que vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir 3 heures de temps passé avec le médecin, mais avec le personnel autour, c'est probablement possible d'avoir une plus longue durée de consultation. Et puis, donc voilà, c'est aussi à vous de garder ça en tête. C'est juste quelques infos de plus. Je pense que c'était important parce que on prend quand même quelques responsabilités en étant là sur les réseaux. Et c'est bien de donner des perspectives aux gens, mais au final, le choix leur appartient toujours, quoi. Non, mais t'as raison. Je vais finir par dire que je suis pas anti-pilule comme ce qu'on pourrait croire, et que les personnes qui sont pour la symptothermie sont pas forcément toutes à être comme ça anti-pilule. En fait, on n'est pas en mode on veut que la pilule soit interdite. Sinon, effectivement, en plus, la pilule, ça a été une avancée historiquement pour les femmes. Ce qu'on aimerait juste, en fait, c'est que il y ait en fait une clarté dans des informations qu'on reçoit, c'est-à-dire qu'on puisse faire nous-mêmes notre balance bénéfice-risque et qu'on ait du coup toutes les informations nécessaires à la prise en compte de notre décision. Ouais, vraiment génial. C'est une grosse nuance aussi parce que je sais pas, tu as eu des réactions, peut-être que tu as envie de partager, peut-être pas. Bon, bah, ça y est, tu te lances dans la symptothermie, je sais pas, maintenant, tu es contre le mouvement féministe. Je prends exprès, je mets les trois, enfin, je mets les pieds dans le plat. Est-ce que tu as eu des trucs du style ou pas du tout, ou c'est juste dans ma tête que ça a vrillé?
Bah, c'est un truc qui revient assez souvent, effectivement, quand on critique la pilule, dans le sens où on va parler des effets secondaires, qui pas une critique, enfin, tu vois, qui est juste rapporter des faits. Bah, on va souvent avoir ce truc-là de oui, mais t'es féministe, les femmes, elles se sont battues pour avoir la pilule, etc. Mais justement, c'est Sabrina Dobusca, encore une fois, qui le dit, et le cite dans son livre, que au contraire, aujourd'hui, remettre un petit peu au centre du débat la contraception, c'est être plus féministe que jamais, dans le sens où ça fait un moment qu'on a trouvé la pilule et que maintenant on aimerait bien pouvoir trouver d'autres choses pour avoir des informations sur d'autres moyens de contraception. Et en fait, on aimerait que voilà, qu'on arrête un peu qu'on continue d'évoluer sur ce truc-là. Ok, c'est bien, on a eu la pilule, mais maintenant, est-ce qu'on peut continuer d'évoluer, tu vois, et de trouver d'autres choses? Donc voilà, c'est aussi le débat de la contraception masculine. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Génial. Génial. Je fais un petit lien. Il y a des personnes qui demandent s'il y aura une rediffusion. Oui, ce sera de nouveau disponible sur mon Instagram. Juste le temps de le publier. Je vais retrouver les sources et je les ajouterai après coup. Donc, laissez-moi un petit peu de temps pour toutes les sources dont je vous ai parlé. Mais un détail, parce que ça me fait vraiment trop sourire et je peux pas ne pas le mentionner avant la fin du live en tout cas. Quelqu'un qui a dit probablement qu'il y a 5000 ans en Égypte ancienne, on s'occupait mieux de la gestion de la contraception qu'aujourd'hui. Je trouve marrant cette idée parce qu'il y a des choses qui restent dans les anciennes civilisations. Et promis, je pars pas dans un délire trop loin là-dedans, mais sur le côté qui est moins, pour ainsi dire, voire pas du tout, patriarcal. Il y a vraiment des grosses notions différentes dans les sociétés qu'on va trouver typiquement il y a peut-être 4500, 5000 ans. Après, c'est ce qu'on lit, donc c'est aussi un peu de la spéculation, on sait pas trop ce qui est vrai, ce qui est juste. J'ai pas moi-même traduit les textes parce que je vais pas parler sumérien, faut pas déconner non plus. Mais, mais il y a vraiment des choses qui semblent extrêmement intéressantes aussi dans le respect de la femme et dans le respect de la femme comme étant, rappelez-vous, c'est celle qui amène la vie. Donc, c'est pas le minimum de respect que vous lui devez, c'est le maximum de respect. Et rien que ça, à la base, dans des messages tout simples, ça réglerait tellement le problème parce que selon où, selon quand, selon voilà, on va pas partir dans des pays un petit peu délicats où vraiment la femme est quasiment plus que son rôle de reproduction pour ainsi dire. Et je veux pas partir de ce côté sombre que je trouve juste révoltant et dégueulasse. Mais probablement qu'il y avait des choses intéressantes et le prochain live sera sur les techniques égyptiennes de non, non, je déconne. Mais voilà, c'est cool de se dire que À base de bandage, peut-être, quelque chose à innover. j'en sais rien du tout. Non, mais voilà, pour dire que je pense que c'est important de garder cette idée que c'est pas parce que on a présenté ici des choses qui peut-être pondéraient un petit peu les messages qui sont lancés au niveau de la pilule, que on est, toi comme moi, et là, je vais surtout parler pour moi, contre l'avancée de quelque chose au niveau de la contraception. C'est justement pour que ça puisse avancer qu'il faut remettre le débat de manière honnête. En fait, ça c'est moi qui me positionne, mais en tout cas, autant entre les mains des femmes que des hommes. Et le pire serait de dire, ce sont les hommes qui décident du mode de contraception de façon systématique que les femmes doivent Ouais. avoir. Ça, c'est l'opposé de la discussion. Donc voilà, ça c'était juste un petit avis en plus. Je pense que c'était difficile de parler de ce genre de choses sans avoir aucune position ou quoi que ce soit, à moins d'être complètement fermé à la discussion, ce genre de choses. Et, et là, je te remercie pour ça parce qu'encore une fois, je me serais jamais senti légitime de parler d'un sujet comme celui-là sans une femme, tout simplement, qui présente le sujet. Et puis je serai clairement moins con après ce live, donc c'est super chouette. Je sais pas si parce que je me rends compte qu'on a quand même dépassé 1 heure. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais mentionner prioritairement? Est-ce que toi, tu as du temps? Moi, d'ici 10 minutes grand max, je sais que je vais devoir boucler, mais est-ce que tu as des choses que tu aimerais placer en priorité? Bah, écoute, non, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On n'avait juste pas parlé de l'efficacité, mais du coup, dans le fichier, il y aura les études, etc. Donc, vous pourrez voir par vous-même l'efficacité de la symptothermie, qui est aussi bonne au final que celle de la pilule. Donc, c'est important de le souligner. Et donc voilà, Henri, si toi tu as des questions, je pense qu'on a fait le tour. Non, non, génial, ça m'évitera de repartir dans les civilisations anciennes, donc on va rester, on va rester là-dessus. Je pense que j'ai atteint mon quota de sérieux après 1 heure, donc c'est magnifique. Bah écoute, moi je te remercie infiniment. Je vais préciser bien sûr que tu seras tagué, il y aura ton compte ici. N'hésitez pas à aller vraiment suivre ce qu'elle fait déjà. Il y a beaucoup de choses surprenantes et c'est notamment grâce à ça que j'ai été suffisamment curieux pour pouvoir suggérer ce live-là. Moi, je suis absolument ravi comment ça s'est passé. C'est juste mon sentiment à chaud là.
Ça reste bien sûr en IGTV et puis je le repartagerai quelque part en story si jamais dès que j'aurai noté toutes les informations dont vous a parlé parce que là il va apparaître en IGTV avec description genre rien de spécial et le temps que je remette tous les liens et tout, je le repartagerai en story comme ça vous pouvez revenir voir tout ce dont on vous a parlé. Voilà de mon côté. Super. Bah écoute, je te remercie beaucoup de mon côté de m'avoir invité pour parler de ce sujet-là. J'aurais vraiment pas cru, tu vois, être un jour invité par un mec pour parler de la symptothermie en live sur. Mais donc, ouais, c'était une super, enfin, voilà, une super idée. Je te remercie beaucoup pour tout ça. Génial. Je te remercie à nouveau encore une fois. Bonne soirée tout le monde. Je vois qu'il y a plein de commentaires. Vous êtes adorables. C'est trop, trop cool. Et puis, bah, à la prochaine. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à aller. Enfin, je veux pas que tu sois submergé par des messages, mais Non, vous mais avez bon, pas de compris souci. que on a Avec quelqu'un plaisir, qui aux s'y connaît. questions sur la sympto ou sur autre chose. Pas de Donc, souci. n'hésitez pas à la solliciter apparemment. J'ai le droit de le dire. Et puis, bah, à la prochaine pour la suite, quoi. Peu importe. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ciao, ciao.